Bonjour et bienvenue dans cette deuxième capsule de visualisation. Donc nous allons voir deux exemples. Donc le premier exemple, ça va être un système bielle-manivelle. Donc vous connaissez tous les systèmes bielle-manivelle. Donc on retrouve en particulier dans les motorisations à explosion. Donc les moteurs thermiques qui peuvent avoir un à plusieurs pistons. Donc on peut visualiser leur mouvement de bielle, manivelle et du piston, en montrant les différents champs de vitesse. Donc là, on voit les différents champs de vitesse représentés par des flèches dans le plan du mouvement. Donc à gauche par rapport au bâti, à droite par rapport à la manivelle, puis par rapport à la bielle et enfin par rapport au piston. Alors le mouvement des pièces est toujours représenté par rapport au bâti. On peut remarquer plusieurs choses. Donc, par rapport au bâti, le mouvement de la manivelle est une rotation, donc là, une rotation continue. Donc c'est les flèches rouges qu'on voit en bas à gauche. Le mouvement du piston, lui, est un mouvement de translation alternatif qu'on voit sur les flèches vertes. Le mouvement de la bielle est un mouvement plan, dont on peut définir un CIR, ce qu'on va voir sur la prochaine vidéo. Par rapport à la manivelle, on peut remarquer que le bielle a un mouvement de rotation centré sur le pivot entre la bielle et la manivelle. Par rapport à la bielle, on voit les deux pivots, donc une pivot de la bielle avec la manivelle et une pivot de la bielle par rapport au piston, qu'on verra mieux dans une autre vidéo. Et enfin, par rapport au piston, on a un mouvement de la bielle par rapport au piston qui est un mouvement de pivot, et par contre, le mouvement de la manivelle par rapport au piston est un mouvement quelconque. Si on regarde d'un peu plus près le mouvement de la bielle, donc quand on regarde le bâti fixe et le champ de vitesse de la bielle, donc c'est ce qu'on observe ici, en bleu le champ de vitesse de la bielle, et en violet j'ai représenté le centre instantané de rotation, donc la projection dans le plan du mouvement de l'axe central du torseur. Donc on voit bien de façon instantanée, on tourne autour de ce point-là, et quand on a localement un mouvement de translation, ce CIR est rejeté à l'infini. On voit qu'à certains moments clés, le centre instantané de rotation est confondu avec le centre du pivot entre le piston et la bielle. Donc c'est le cas quand la bielle est alignée sur la manivelle. Si on regarde maintenant les champs de vitesse par rapport à la bielle sur cette troisième vidéo, donc on observe en rouge le champ de vitesse de la manivelle, qui est un mouvement de rotation qui n'est pas constant, la vitesse de rotation change, et bien sûr le centre de rotation suit le centre du pivot bielle-manivelle. Au niveau de la liaison avec le piston, on a aussi en vert un mouvement de rotation, mais on voit que c'est un mouvement de rotation alternatif qui va parfois dans un sens, parfois dans le sens horaire, parfois dans le sens trigonométrique. Donc j'ai représenté pour plus de lisibilité une partie seulement du champ de vitesse, puisque sinon les flèches deviendraient trop grandes de façon trop vite. Donc j'ai juste représenté le champ de vitesse localement autour du centre de la pivot. Donc avec ça, on va pouvoir passer au deuxième exemple. Donc le deuxième exemple est un peu moins classique, il correspond au mouvement qu'on retrouve sur l'ascenseur à bateau, appelé route Falkirk en Écosse. Donc cet agencement permet d'avoir un mouvement de translation circulaire des bateaux, les menant du canal supérieur au canal inférieur. Donc on va illustrer d'abord sur cette vidéo. Donc je n'ai pas présenté l'intégralité du mouvement. Il y a la cabine en bleu 4 fait un mouvement de translation circulaire juste d'un quart de tour. Donc à gauche on voit les mouvements par rapport au bâti. Donc on voit bien le mouvement de translation de la pièce bleue avec toutes ces vitesses qui restent toujours parallèles entre elles. Vue du bras, donc c'est avec une échelle de vitesse multipliée par 2 pour qu'on puisse mieux voir. On a le mouvement des engrenages les uns par rapport aux autres. Donc vue du bras, on a une classique représentation d'un système d'engrenage simple, un train d'engrenage simple. Donc ce système de train d'engrenage simple, on voit que toutes les vitesses de rotation sont constantes et que les axes de rotation sont fixes par rapport au bras. Donc
c'est le repère sur lequel il faut se baser pour utiliser la fameuse formule ratio des vitesses de rotation égale -1 puissance le nombre de contacts fois le produit des aides menantes sur le produit des aides menées. Par rapport au pignon, donc le pignon fixe, on voit ça à droite. On repère bien sur cette visualisation-là la vitesse qui s'annule au point de contact. Donc le champ de vitesse s'annule au point de contact entre la roue jaune, donc le bâti et le pignon, et pareil pour le point de contact entre donc le cercle primitif du pignon en vert et le cercle primitif de la cabine en bleu. Donc en rouge, on a un mouvement de rotation continu, constant, que ce soit par rapport au pignon ou par rapport au bâti. Alors ici, on a un ratio de encore des échelles. Ici, on a réduit la taille des flèches par rapport au cas du bâti pour que ce soit lisible. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Les champs de vitesse sont très différents par rapport au référentiel qu'on choisit, d'où l'importance de toujours préciser notre point, puisque ça varie en fonction du point a priori. De dire notre point, on le considère appartenant à quel solide, par rapport à quel solide ou par rapport à quel référentiel, et que la vitesse du point de contact quand on a roulement sans glissement en un point est toujours nulle, ce qui nous donne des informations de la même façon que la vitesse au niveau de l'axe d'une pivot entre les deux pièces concernées par la pivot est nulle, ce qui nous donne aussi une information précieuse. Sur ces conclusions, je vous laisse et vous dis rendez-vous à une prochaine fois. Au revoir.